Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Changer la norme. Changer la norme, c'est le podcast de Care News qui interroge les entrepreneurs sociaux et à impact pour découvrir les coulisses de leurs aventures entrepreneuriales et leur regard sur le secteur de l'ESS. Je m'appelle Flavie Després, je suis entrepreneur social et journaliste. Depuis 6 ans, avec mon associé Guillaume et toute la Care Team, nous portons Care News, le média des acteurs de l'engagement. Depuis presque 2 ans, Changer la norme rencontre tous les 15 jours des entrepreneurs différents. Parce qu'ils ont placé l'humain et la planète avant le profit, parce qu'ils ont construit leur projet autour d'une problématique sociale ou environnementale, parce que leur cheminement est encadré par une recherche de l'impact positif maximal et par la quête de l'externalité négative zéro. Cependant, ce sont des entrepreneurs normaux parce qu'ils doivent gérer des clients et des salariés, des bons et des mauvais moments économiques et financiers, des investissements, des hauts et des bas. Ces entrepreneurs différents, mais comme tout le monde, œuvrent chaque jour à changer la norme et c'est mon grand plaisir en cette période franchement morose d'accueillir Hubert Motte. Hubert est le joyeux fondateur de La Vie est Belt, une marque de ceinture en pneus recyclés fabriquée par des personnes en insertion. Hubert a été assez médiatisé à ses débuts parce que son idée est très originale et que sa boîte grandit bien. Il a depuis créé des caleçons en drap recyclés et prépare encore bien des produits responsables. Avec Hubert, nous allons revenir sur la genèse de La Vie est Belt et sur son financement. Nous allons aussi parler d'insertion et du développement de cette entreprise nordiste. Je vous souhaite bon courage pour cette période difficile et une bonne écoute de cet épisode. Bonjour Hubert. Salut Flavie. Tu vas bien ? Ça va très bien, et toi ? Bah ça va, merci d'être venu de Lille. Merci à toi de m'inviter. De bon matin, notre petit... voilà. Toi-même qui t'es décrit comme un petit soleil du Nord. Dans une journée grise, c'est pas mal. J'essaye. Bon, alors moi, je t'ai déjà croisé plusieurs fois sur des prix, ou voilà, mais on n'avait jamais pris le temps de vraiment discuter. Tu es le fondateur de La Vie est Belt, ouais. Qui est une boîte, mais tu vas tout nous raconter, mais dont l'aspect connu est de faire des ceintures à partir de pneus. Exactement. De fort belles ceintures, d'ailleurs, je tiens à le dire. Comment t'en es arrivé là, rapidement ? C'est quoi ton parcours ? Moi, j'étais dans une école d'ingénieur à Lille, qui s'appelle l'ICAM. C'est une école en alternance et généraliste. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé dans une enseigne de sport qui s'appelle Decathlon. J'étais ingénieur produit, je développais des produits. Okay, un produit très nordiste quand même. Ouais. Mais j'étais dans les marques de montagne, donc j'étais près de Chamonix, à Salanches, pour les Hauts-Savoyards qui nous écoutent. Mais donc j'ai vécu 3 années là-bas, 3 années en tant qu'ingénieur produit. Et à la suite de ça, j'ai eu l'envie de continuer ce métier qui me plaisait, mais lui donner plus de sens, faire du local, faire des produits surtout en partant d'un déchet. Pourquoi le pneu ? Parce que le pneu, c'est un déchet qu'on a du mal à éviter. Et je sais pas si t'as déjà essayé de rouler à vélo sans pneu, mais c'est pas ouf. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'alternatives. Et donc, on se retrouve avec plus de 10 millions de pneus qui sont brûlés tous les ans. Donc, c'est un déchet sur lequel il y a un vrai besoin de revalorisation. Aussi parce que le caoutchouc, c'est un matériau qui est compliqué à revaloriser. À la différence du plastique ou de l'alu qu'on vient refondre pour refaire une matière, on peut pas le réchauffer et refaire une matière avec, quoi. Très bien. Donc, tu vois le produit difficilement réutilisable, recyclable. Tu vois la ceinture. Comment tu te dis, ça y est, je vais monter une boîte qui vend des ceintures en pneus ? Comment tu fais ? Au début, je me dis pas ça, en fait. Je me dis, je vais faire un produit avec ça. Je pense que si je m'étais dit, je vais faire une boîte dès le début, j'aurais eu un peu peur. Parce que c'était très bancal, mon truc. J'avais 10 pneus, j'étais dans une coloc étudiante, j'avais peu de moyens. Et je faisais juste des simples ceintures. Et tes colocs ceintures. étaient ravis d'avoir 10 pneus chez eux. Exactement. Du coup, ils ont été sympas. Mais donc, au début, je me suis d'abord dit, je fais un projet, j'essaie de faire 10 produits avec 10 pneus, 10 ceintures, qui soient belles, qui soient fonctionnelles et que des gens soient prêts à acheter. On va commencer par là. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai fait 10, puis j'en ai fait 100, j'en ai vendu 100. Toujours dans cette coloc étudiante. Et puis, ça a grandi assez vite comme ça, en fait. Donc après, tu as décidé de donner une forme juridique, organisationnelle à ce projet.
Et il y a un volet insertion, si je me trompe pas. Ouais, travail adapté, donc de personnes en situation de handicap. Et pourquoi tu as choisi aussi d'ajouter un volet comme celui-ci ? Mon défi, c'était de faire un produit de la vie de tous les jours qui a un vrai impact positif. Donc on part d'un déchet qui est normalement incinéré, on en fait un produit et on permet de l'emploi à des gens en galère dans la région. Dans pas mal de régions de France, en Haute-France, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, il y a des gens en galère de plus en plus. Et ça regroupe quoi ? Ça regroupe des personnes qui sont issues de prison, des gens qui sont exclus du monde de l'emploi depuis plus de 2 ans. Ça représente aussi des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'avoir un emploi adapté à leur handicap. Et donc c'est sur ce public-là, avec ces gens-là, que j'ai transmis la confection des ceintures. Juste pour toujours revenir en arrière, toi tu faisais tes ceintures chez toi. Ouais. Bon, après t'as pas réussi peut-être à suivre le rythme de la commande, où tu t'es dit que t'allais tenter plus grand. Donc là t'avais une volonté d'avoir un volet insertion ou inclusif, mais comment on fait quand on est jeune et c'était le début de tes études, et financièrement et matériellement, parce que c'est une responsabilité aussi de former les gens et de les encadrer. Est-ce que tu as été accompagné ? Est-ce que t'as eu qui sur ta route qui t'a aidé ? Déjà, j'étais à la fin de mes études, donc au moins j'avais plus de temps. Et en fait, au début, je pensais vraiment, en bon optimiste que je suis, aller demander au gars qui fait la manche au feu rouge de lui dire viens à la coloc, on va faire des ceintures ensemble, tu vois. Mais j'ai vite compris que c'était pas si simple que ça, l'inclusion, que c'était un métier d'accompagner des gens comme ça, que pour être aidé par des organismes d'État, fallait avoir un statut. Donc en fait, j'ai vite fait choisir une autre option, et qui était de faire appel à des structures solidaires de la région et de leur proposer de collaborer ensemble. Et donc c'est assez vite sur le chemin, j'ai rencontré Altereos. C'est une entreprise qui a une 30aine d'années, qui est à Tourcoing, qui emploie près de 300 personnes en situation de handicap et qui cherchait des nouvelles missions pour potentiellement avoir encore plus d'impact et embaucher d'autres personnes dans ses équipes. Donc en fait, ça s'est fait sous la forme d'un partenariat avec un atelier qui existait déjà, mais qui faisait pas encore de confection de produits. Je me demande si c'est pas eux qui accompagnent aussi Ophélie des lunettes de Zach. Ouais, exactement. Qui est elle de la saison précédente. Ok, très bien. Alors, je vais pouvoir faire un quiz sur les ateliers d'insertion du Nord. Donc là, tu es sur la ceinture, et comment ça prend au début ? Est-ce que tu vends à ton cercle proche ? Elle s'est passée comment ta croissance ? Une fois que tu as fait tes 100 ceintures et que tu décides de changer un peu d'échelle. La demande vient assez vite via juste la page Facebook. J'avais même pas de site internet, pas d'Instagram à ce moment-là, c'était en 2017. Donc des gens qui disent salut, moi j'habite à Paris, j'habite à Strasbourg, j'adore ton projet, comment je fais je vais pas passer à ta coloc de sitôt, donc comment je peux t'acheter des ceintures? Et donc assez vite est venue l'envie de faire un site internet pour répondre à cette demande-là entrante. Et comment elle était provoquée cette demande? C'était grâce aux médias qui ont commencé à parler du projet, grâce au concours auquel je participais et je commençais à avoir quelques prix. Et donc derrière, des passages médias plus larges que juste la région de France, et plutôt nationale, et donc une demande qui grandit, et donc l'envie de pouvoir proposer ces produits à tous ces gens, quoi. Donc un site internet. Et est-ce que tu as été accompagné en termes de business? Parce que toi, tu étais ingénieur, donc ce que tu savais faire, c'était le produit, mais est-ce que tu as été incubé? Est-ce que ces prix-là, justement, ils t'ont accompagné en termes de business plan ou juridique? J'ai participé à ces concours justement pour me structurer un peu. Parce que, comme tu dis, j'étais ingénieur et j'avais pas beaucoup d'expérience dans la création d'un business. Donc ça m'a poussé, ça m'a forcé à devoir définir un business plan. Je savais pas ce que c'était au démarrage. Et j'ai dû me définir en tout cas noir sur blanc un projet un peu plus commercial et concret. Ça a plutôt été les concours en fait qui m'ont poussé à le faire. Sinon j'ai pas eu d'incubation au démarrage. J'avais envie d'être assez électron libre et d'aller. Donc j'ai été dans pas mal d'événements entrepreneurs. J'ai été voir des incubateurs, mais en restant indépendant entre guillemets, quoi. Il y a la BGE qui m'a aidé sur Boostic de gestion d'entreprise, sur tout l'aspect légal, statut financier, quoi. Et j'ai fait Ticket for Change quand même assez vite dans le projet. Donc c'est pas une incubation en physique parce qu'ils étaient à Paris, moi j'étais à Lille, mais ça a été 6 mois d'accompagnement à distance. Et là plutôt sur le sens de ton projet et comment le rendre viable. On a pas mal de poulains Ticket qui passent par ici. Ça c'était il y a 3 ans, et aujourd'hui tu as quand même une maturité de boîte et de produits qui a changé. Enfin, moi je crois que la première fois que je t'ai vu, c'était sur ce truc, la nuit de la RSE ou la nuit de l'économie circulaire, je sais plus dans quel théâtre. 2018 je crois. Ouais. Ah, ça ne me rajeunit pas. Est-ce que si on parle un peu chiffres, donc tu as beaucoup de concours, etc. Et aujourd'hui, tu vends combien de ceintures? On en a vendu plus de 20 000. Donc ça fait...
je revois la coloc étudiante, les pneus et la personne qui fait la manche et je me dis que c'est On a fait du chemin, on a grandi, c'est cool. En production, ils sont 4 sur les ceintures. On a d'autres gammes de produits aussi. Ouais, c'était ma question. Ta question, c'était... Non, c'était à partir du moment où t'as décollé, juste pour qu'on voit le ratio entre, voilà, donc 100 là aujourd'hui, t'en es à 20 000, mais donc ça c'était ma question suivante, mais t'as développé d'autres choses. Ouais. Parce que du coup, je sais pas, les ceintures, tu t'es dit ça c'est fait, après tu t'es dit qu'il fallait chercher d'autres choses à réutiliser. Des matières, il y en a énormément, des déchets, il y en a de plus en plus, ce qui est une mauvaise nouvelle, mais potentiellement qui peut être une bonne si on en fait quelque chose de ces déchets, et qu'on essaie de les réduire aussi, quoi. Ce pourquoi j'ai fait le projet aussi, c'est parce que moi j'aime bien créer des produits, et c'est ce que je faisais avant, et c'est ce que j'avais envie de continuer de faire. Donc l'idée c'était de partir aussi d'autres matières. Ce qui est chouette en grandissant et en se faisant connaître, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises, d'organismes qui nous appellent et qui nous disent « Ah voilà, moi j'ai X tonnes de ce déchet-là. » On a eu les pompiers qui nous ont contactés pour les lance-incendies. Donc ça a donné lieu à la ceinture en lance-incendie. On a échangé longtemps avec Le Relais qui collecte déjà du textile, qui cherchait une issue plus noble pour tout son linge de maison, parce qu'ils ont du mal à le revendre d'occasion, du linge de maison. En revanche, ils en reçoivent énormément. Et donc ils se retrouvent à devoir le défibrer pour refaire du fil derrière. Défibrer, c'est quoi? C'est le découper? C'est le broyer pour le relancer dans un process de fabrication. Okay. Et donc l'idée c'était de faire mieux que ça. Donc désormais on collecte du linge de maison avec Le Relais et on en fait des caleçons. Ils sont unis ou dépareillés, ils sont faits à Roubaix et toujours dans cette démarche positive. Donc les ceintures, les caleçons, et t'as de nouveaux produits en tête ou pas? En tête, beaucoup. Après, entre passer de l'idée à un produit concret et une production derrière, ça prend un peu de temps. Mais là, on a pas mal de protos qu'on est en train de tester, de valider ou non, et ça arrive bientôt, ouais. Est-ce qu'il y a des normes pour les vêtements? En fait, toi, tu t'es dit, je vais prendre des pneus, je vais faire des ceintures, mais t'as pas dû avoir une norme ou pour qu'elle soit mise sur le marché Ouais, il y a la norme REACH qui touche l'Europe, et par rapport à tous les vêtements, accessoires qu'on vend sur le marché. Et donc ça, ce qui a été chouette, c'est que l'un de nos principaux partenaires de collecte de pneus, c'est Decathlon. Et donc eux aussi ont tout intérêt à construire solidement un partenariat et voir si c'est vraiment viable derrière. Et donc on a étudié avec l'équipe toxicologique de Decathlon tout ce qu'il peut y avoir dans les pneus. Est-ce que ça correspond aux normes? Est-ce que c'est viable à plus grande échelle, quoi, finalement? Est-ce que le produit est viable? Oui, parce que je viens de me poser la question, parce que je me dis, si t'en vends 100 dans ton appart, et à partir du moment où tu as derrière un business, etc., c'est sûr que tu as dû suivre et je me demandais comment tout seul tu pouvais avoir les moyens de vérifier que c'était pas dangereux ou voilà. Et bien maintenant, on va parler d'économie sociale et solidaire. Ouais, trop bien. T'es un primo-entrepreneur et t'avais la volonté, je sais pas si c'est ton caractère ou ta morale, de construire un projet comme celui-là. Est-ce que t'es dans des réseaux ou, enfin, à part Ticket, est-ce que t'as un peu fréquenté les différentes chapelles de l'ESS? Est-ce que tu réseautes avec d'autres entrepreneurs? Ouais, carrément. Ticket a été une belle entrée là-dedans, dans tout ce réseau-là, surtout de sortir de Lille et de s'ouvrir à Paris et à d'autres villes, à d'autres réseaux. J'aime bien aussi passer chez Make Sense, ici à Paris. J'ai déjà eu la chance d'être invité pour parler de la Vie Belt sur scène chez eux. Le Move aussi, on a fait des choses ensemble, Enactus. Donc tous ces réseaux-là, et après ça permet d'être en lien avec pas mal de gens qui se bougent aussi au quotidien et de s'entraider là-dedans, quoi. Et est-ce que tu as trouvé ça facile de monter une boîte avec des valeurs comme celle-ci? Ou est-ce que tu as eu des trucs où tu t'es dit mais pourquoi je me suis lancé là-dedans et je fais pas un truc normal, ou pourquoi je reste pas chez Decathlon? Bien sûr, je me suis posé cette question des milliers de fois. C'est normal, je pense que c'est propre à l'entrepreneuriat. Parfois on se dit mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fous là, franchement? En l'occurrence, nous, les grosses galères, ça a été... Oui, c'est des belles idées de partir d'un déchet et puis d'aider des gens en galère et transformer tout ça en un produit. Mais derrière, techniquement, c'est pas si facile. Les pneus, faut réussir à mettre en place toute une collecte parce qu'il n'y a pas de filière qui est organisée aujourd'hui. Les pneus de vélo, chacun fait comme il veut. Il faut réussir à les découper, à les nettoyer. Donc techniquement, ça a été assez galère. Et derrière, former des personnes en situation de handicap qui n'ont jamais confectionné de ceinture, qui n'ont jamais confectionné de produit, c'est pas rien non plus. Et moi, j'ai passé plus d'1 mois et demi avec le premier salarié de chez Altereos, qui s'appelle Christophe, pour parvenir à faire une ceinture de qualité en fin de prod. Et donc ça a été long, beaucoup de questionnements à ce moment-là, de se dire on a énormément de demandes, on a des gens qui nous disent on est prêt à t'en prendre X, des boutiques qui veulent nous acheter, et moi j'avais arrêté toute la prod parce que c'était moi qui fabriquais pour transmettre, et ça nous a pris plus de temps que prévu, et on disait non à tout le monde en disant non, notre envie c'est de transmettre la production à une structure solidaire, donc on s'accroche. Et est-ce que tu resteras toujours en partenariat, ou est-ce que tu as envie à un moment que ça grandisse tellement que tes propres salariés, que tu deviennes toi-même un organisme d'insertion? Ça, c'est une bonne question. On commence à se la poser.
Vous êtes combien là chez La Vie est Belle ? Là, on est 4 salariés. Ouais. Et on permet l'emploi de 6 personnes en tout, donc 4 sur les ceintures et 2 sur les caleçons. Bon, c'est dans les potentiels projets dans les 3 années à venir. Mais bientôt, rien de sûr, et ça peut continuer. Il y a d'autres formats où être en partenariat, mais avoir notre local et avoir... Enfin bref, je réfléchis. Bon, depuis en 3 ans, c'est demain, mais il peut se passer beaucoup de choses. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'économie sociale et solidaire ? Si t'avais une baguette magique... Faudrait que ce soit la norme, je pense. Que ce soit plus la norme. Je vais pas te dire le contraire. Que ça ne devienne plus forcément qu'un argument de vente non plus. Est-ce que tu trouves ça plus facile ? Tu penses que les gens ils achètent plus tes caleçons ou tes ceintures parce que c'est de l'upcycling et de l'insertion ? Bah, ça joue. Dans nos clients, il y en a qui nous disent acheter pour ça. Pour la transparence qu'on a aussi derrière et l'engagement vraiment qu'on a. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le SS ? Bah, pour moi, c'est une part des marchés qui grandit petit à petit, mais qui reste encore presque anecdotique, quoi, qui reste minime. Et l'idée, enfin, il faudrait que ce soit plus grand, quoi. J'ai enregistré un épisode, le dernier, je crois, avec Saïd Amouche, sur la diversité de l'ESS. Et c'est vrai que moi, même dans Changer la norme, j'ai reçu beaucoup d'hommes, jeunes, blancs, pour qui l'entrepreneuriat avait été aussi facilité par le capital social, culturel et financier, disons les choses qu'on a derrière. Est-ce que tu trouves que c'est diversifié ? Est-ce que selon toi, c'est assez méritocratique ? Ça l'est, c'est clair. Et pourquoi ça l'est ? Je sais pas. C'est toujours ce souci de l'égalité des chances. Et est-ce que chacun a les outils pour faire ce qu'il veut finalement ? Je pense que sur ce sujet, encore une fois, c'est en train de bouger et même si ça va jamais assez vite, j'ai participé à un événement d'entreprendre dans la ville qui justement dans des quartiers, là c'était à Lille, de Lille Sud, de Roubaix, se bouge pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément baigné dans tous ces milieux-là d'entrepreneuriat d'avoir des outils et de mettre en place un projet et de le concrétiser. J'ai une question sur Lille. Moi, je suis parisienne et c'est vrai que l'ESS est assez parisiano. Il y a beaucoup de choses en région, mais les réseaux sont basés à Paris, etc. Ça se passe comment l'ESS dans les Hauts-de-France ? Est-ce qu'il y a des réseaux ? Est-ce que vous êtes tous copains ? C'est vite un petit monde aussi. Il y a Make Sense et le Move aussi à Lille, Ticket aussi qui fait des événements. Finalement, c'est assez proche. Je repense à ta question de tout à l'heure sur le combat de l'ESS ou comment changer l'ESS. Encore une fois, pour l'ouvrir à tous, moi, ce qu'on essaie de faire avec La Vie est Belle, c'est vraiment de parler au plus grand nombre, de toucher ceux qui ne connaissent pas tout ce milieu-là, de parler avec, du coup, des termes qui parlent à tout le monde et d'essayer d'ouvrir, en fait, le spectre. Oui, puis c'est peut-être aussi en faisant des produits de la vie quotidienne ou de consommation que les gens voient qu'en fait, c'est simple et c'est pas abordable et ils font un acte citoyen, soit en s'en rendant compte, soit parfois en ne s'en rendant pas compte. Bon, on va passer aux questions finales. Ouais, vas-y. T'es prêt ? Je suis prêt, ready. Quelle est la raison d'être de La Vie est Belle ? C'est des questions sérieuses. On n'est pas là que pour rigoler. C'est de prouver qu'on peut tous être acteurs d'un monde meilleur. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre ? Celui qui a le plus de pouvoir. Mais à la fois, est-ce qu'il faut être réaliste, tu vois ? J'aimerais bien dire l'ami Donald Trump qui est chez nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique, mais... c'est les questions où tout est possible. Ouais, on go. Hein. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? Moduler, je dirais, la TVA, par exemple, sur l'impact des produits. Sur l'impact écologique, social ? Ouais. Je vois que t'es un bon élève du Move. Le patron du CAC 40 que tu pourrais être ? Je pourrais pas, moi, être dans ce genre de truc. Ouais. T'en sais rien, si un jour tu vends des milliards de ceintures en pneus. Donc, c'est-à-dire un nom de gars qui... Non. Ouais, celui que, je sais pas, que tu pourrais être, que tu voudrais être... Est-ce qu'il y en a un que t'aimes par, je sais pas, la politique qu'il mène ou sa puissance ou... C'est très libre comme question. Ouais, je suis désolé, je vais sécher là-dessus. Bon, tu seras le patron de La Vie est Belle, c'est déjà bien. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? J'ai le droit de sécher encore une fois ou pas ? T'as le droit de dire 0. 0. Merci beaucoup, Hubert. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.